Nous avons vu la mécanique, nous avons vu le pacte, nous avons vu les dangers, et pourtant, malgré tout ce que nous venons de dire, je sais qu'il reste en vous une petite voix. Une voix façonnée par l'environnement médiatique dans lequel nous baignons. Cette voix vous dit « Oui, d'accord, c'est risqué, mais quand même, regarde cette start-up qui vient de lever 10 millions. C'est la preuve qu'ils ont réussi, c'est la gloire. Si un investisseur leur fait un chèque, c'est que leur business est solide, non ?» Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'un des mythes les plus toxiques de l'écosystème entrepreneurial moderne. Ce mythe, c'est l'illusion de la validation. C'est la confusion tragique entre les moyens et les résultats, entre le carburant et la destination. Dans cette vidéo, nous allons remettre les pendules à l'heure. Nous allons voir pourquoi une levée de fonds ne devrait jamais être célébrée comme une victoire finale, pourquoi l'argent des VC ne valide absolument pas votre modèle économique et pourquoi cette illusion de succès peut, paradoxalement, tuer votre entreprise plus sûrement que le manque d'argent. Préparez-vous à devenir cynique, ou plutôt lucide. Premièrement, la confusion entre input et output. Commençons par une observation simple. Ouvrez LinkedIn ou un site d'actualité tech comme TechCrunch, Madines ou French Web. Que voyez-vous? Des photos d'équipes souriantes, bras dessous, des titres en gras. La Startup X lève 5 millions d'euros pour révolutionner la livraison de croquettes pour chats. Et en dessous, une avalanche de commentaires. Bravo, félicitations, succès mérité, to the moon. C'est un festival d'autocongratulation. On a l'impression que l'équipe vient de gagner la Coupe du Monde. Mais qu'ont-ils fait réellement? Ont-ils gagné de l'argent? Non. Ont-ils rendu leurs clients heureux? On ne sait pas. Ont-ils construit une entreprise rentable? Probablement pas, sinon ils n'auraient pas besoin de lever de fonds. Ce qu'ils ont fait, c'est réussir à convaincre quelqu'un de leur donner de l'argent en échange d'une partie de leur entreprise. C'est ce qu'on appelle un input. C'est une ressource que l'on injecte dans la machine. Le succès, le vrai, c'est l'output. C'est ce qui sort de la machine, le chiffre d'affaires, le profit, la satisfaction client, l'impact social. Célébrer une levée de fonds comme une victoire, c'est comme féliciter un chef cuisinier parce qu'il vient d'acheter les ingrédients au supermarché. Bravo, tu as acheté des carottes et du bœuf, c'est fantastique, quel grand chef tu es. C'est absurde, n'est-ce pas? Le fait d'avoir les ingrédients ne garantit absolument pas que le plat sera bon. Il peut brûler le bœuf, il peut trop saler les carottes. Une levée de fonds, c'est exactement ça. C'est faire les courses. Vous avez rempli le frigo. C'est super. Vous avez maintenant les moyens de cuisiner. Mais vous n'avez encore rien servi à personne. Le vrai travail, la vraie difficulté, commence maintenant. Pourtant, notre cerveau, conditionné par les gros titres, associe argent reçu à succès. Il faut briser cette association. Une levée de fonds n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ. Et c'est une ligne de départ où on vous met un sac à dos de 50 kilos sur les épaules en vous disant « Maintenant, tu dois courir un marathon en sprintant ». Deuxièmement, pourquoi fait-on-nous la perte de propriété? Allons plus loin dans l'absurdité. Quand une entreprise lève des fonds, qu'est-ce qui se passe techniquement? Le fondateur vend une partie de ses actions, il cède de la propriété, il se dilue. Faisons une analogie. Imaginez que vous achetiez une maison. Vous allez à la banque et vous signez un prêt immobilier sur 25 ans. La banque vous donne 300 000 euros. Est-ce que vous organisez une fête géante pour célébrer le fait que vous avez désormais une dette énorme et que la banque est copropriétaire de votre maison jusqu'à ce que vous ayez remboursé? Non, vous êtes content d'avoir la maison, mais vous sentez le poids de la responsabilité. Dans la start-up, c'est pire. Ce n'est pas un prêt, c'est une cession définitive. Quand on lève des fonds, on fête le fait d'avoir vendu 20% de son bébé à des étrangers. On fête le fait d'avoir perdu de l'autonomie. On fête le fait d'avoir pris un risque immense. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est parfois nécessaire, comme nous l'avons vu, pour financer une fusée. Mais cela doit être fait avec gravité, avec sérieux, comme on signe un traité important, pas avec des confettis. La hype autour des levées de fonds est une distorsion de la réalité entretenue par tout un écosystème, les fonds, les médias, les banques d'affaires, qui a intérêt à ce que l'argent circule. Troisièmement, le VC ne valide pas le business, il valide le récit. L'objection la plus courante est celle-ci. Si des investisseurs professionnels, dont c'est le métier, ont mis 10 millions, c'est bien qu'ils ont vérifié que le business model tenait la route, non? C'est l'erreur la plus dangereuse. Un investissement VC ne valide pas la réalité de votre business, il valide la séduction de votre récit. Rappelez-vous la vidéo précédente, le VC cherche le x100, il cherche l'anomalie, il parie sur une vision du futur, il parie sur une équipe, il parie sur une taille de marché théorique. Mais il se trompe, souvent, très souvent. L'histoire récente est un cimetière de start-up qui avaient validé leur modèle auprès des investisseurs, mais pas auprès de la réalité. L'exemple le plus spectaculaire, c'est WeWork. Adam Neumann, son fondateur, a levé des milliards de dollars,
pas des millions, des milliards de dollars. SoftBank, un des plus gros fonds du monde, lui a fait des chèques en blanc. La valorisation de WeWork a atteint 47 milliards de dollars. Si vous suiviez la logique argent égale succès, WeWork était une des plus grandes réussites de l'histoire. Sauf que le business model ne tenait pas. C'était de l'immobilier déguisé en tech avec des pertes abyssales. Quand ils ont dû montrer leur vrai compte pour l'entrée en bourse, tout s'est effondré. La valorisation est passée de 47 milliards à presque zéro. Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve que Adam Neumann était un extraordinaire leveur de fonds. C'était un vendeur de rêves hors pair. Il a validé sa capacité à séduire des investisseurs. Mais il n'avait pas validé sa capacité à construire une entreprise rentable. D'autres exemples ? Theranos, Elizabeth Holmes a levé 700 millions de dollars sur une technologie de prise de sang qui n'existait pas. Les investisseurs les plus sophistiqués de la planète se sont fait avoir par une belle histoire. Quibi, 1,7 milliard de dollars levés pour une plateforme de vidéo mobile, fermée 6 mois après son lancement. Personne ne voulait du produit. La leçon est brutale. L'argent des investisseurs est dumb, bête jusqu'à preuve du contraire. Le seul argent smart, le seul argent qui valide réellement votre business, c'est celui du client. Un client qui vous donne 50 € pour votre produit valide plus de choses qu'un investisseur qui vous donne 5 millions pour votre PowerPoint. Le client valide qu'il a un problème et que votre solution a de la valeur. L'investisseur valide juste que vous êtes un bon orateur. Ne confondez jamais les deux. Être un bon fundraiser et être un bon entrepreneur sont deux compétences différentes. Parfois elles se rejoignent, mais souvent elles s'opposent. Quatrièmement, le poison de l'argent facile. Il y a un dernier aspect pervers à cette illusion. C'est que l'argent, quand il arrive trop tôt ou en trop grande quantité, peut devenir un poison pour l'innovation. Dans le module 2, nous avons parlé du bootstrapping. Nous avons dit que la contrainte stimulait la créativité. L'inverse est vrai. L'abondance tue la créativité. Quand vous avez 5 millions sur le compte, vous ne réfléchissez plus. Vous avez un problème de marketing, vous n'essayez pas de trouver un angle original. Vous achetez de la pub Facebook. Vous avez un problème de produit, vous n'allez pas parler aux clients. Vous embauchez 10 développeurs de plus. Vous avez un problème de culture, vous achetez un baby-foot et des séminaires au ski. L'argent agit comme un anesthésiant. Il masque les douleurs de l'entreprise. Il cache les défauts du produit. Il permet de forcer la croissance artificiellement, même si le moteur est cassé. C'est ce qu'on appelle les vanity metrics, les métriques de vanité. On affiche une croissance du nombre d'utilisateurs impressionnante, mais on oublie de dire qu'on perd 10 € sur chaque utilisateur. Tant qu'il y a du cash, l'illusion tient. Mais le jour où le robinet se ferme, et il finit toujours par se fermer, la réalité reprend ses droits avec une violence inouïe. C'est là qu'on voit qu'il nageait nu quand la marée descend. C'est pourquoi beaucoup d'entrepreneurs qui ont levé trop d'argent trop vite finissent par le regretter. Ils ont construit des structures obèses, inefficaces, déconnectées de leurs clients. Ils ont confondu leur compte en banque avec leur talent. Maintenant, exercice pratique. Devenez un décodeur de hype. Alors, comment se protéger de cette illusion ? Comment garder la tête froide quand tout le monde s'excite ? Il faut apprendre à lire entre les lignes. Il faut devenir un analyste critique de la tech presse. Voici votre exercice. Prenez 15 minutes. Allez sur un site d'actualité technologique, TechCrunch, Madines, les EcoStart ou même simplement votre fil LinkedIn. Repérez 3 annonces récentes de levée de fonds. Pour chacune d'elles, ne vous arrêtez pas au titre, ne vous laissez pas impressionner par le montant. Faites une petite enquête rapide, Google est votre ami, et essayez de répondre à ces 3 questions impitoyables. Question 1. Quel est le vrai modèle économique ? Comment gagnent-ils de l'argent ? Vendent-ils à l'abonnement ? Prennent-ils une commission ? Vendent-ils de la publicité ? Si la réponse est « ils ne gagnent pas d'argent pour l'instant, ils construisent une audience », alerte rouge. Question 2. Sont-ils rentables ? C'est souvent difficile à savoir précisément, mais cherchez des indices. Si l'article dit « ces fonds vont permettre de doubler les effectifs » ou « d'accélérer l'expansion internationale », c'est un code pour dire « nous perdons de l'argent et nous allons en perdre encore plus pour grandir ». Si l'article dit « l'entreprise est rentable et lève des fonds pour une acquisition stratégique », c'est un signal très différent, beaucoup plus sain. Question 3. Pourquoi lèvent-ils maintenant ? Est-ce parce qu'ils ont trouvé une machine à cash qui marche et qu'ils veulent juste mettre plus de pièces dedans ? Le bon scénario. Ou est-ce parce qu'ils ont brûlé tout l'argent de la levée précédente et qu'ils ont besoin d'une rallonge pour ne pas mourir ? Le mauvais scénario. Regardez la date de la dernière levée. S'ils lèvent tous les 12 mois des montants de plus en plus gros sans jamais parler de profit, c'est une fuite en avant. Exemple d'analyse fictive. Titre : Gorillaz lève 1 milliard pour livrer vos courses en 10 minutes. Modèle : achat, revente de produits d'épicerie, plus livraison ultra rapide.
Rentabilité, marge minuscule sur l'épicerie, coût énorme de livreurs et d'entrepôts en centre-ville, impossible d'être rentable sur une petite commande. Verdict, ce n'est pas une validation du business, c'est une validation de la guerre de prix. Il lève pour tuer les concurrents. C'est un pari casino extrêmement risqué, pas une entreprise saine. Faites cet exercice régulièrement. Ça va muscler votre esprit critique. Vous allez arrêter de dire « waouh, ils sont forts » pour dire « tiens, ils prennent un gros pari ». Vous allez arrêter de vous sentir inférieur parce que vous n'avez pas levé de fonds et commencer à être fier de votre petite entreprise rentable qui paye ses factures avec l'argent de ses clients. La validation, ce n'est pas le chèque de Vici. La validation, c'est le client qui revient. La validation, c'est le profit. Tout le reste, c'est du théâtre. Maintenant que nous avons déconstruit l'illusion du Vici, il est temps de regarder ce qu'il y a ailleurs. Car heureusement, le monde du financement ne se limite pas à ces requins de la finance. Il existe tout un écosystème d'alternatives, plus douces, plus flexibles, plus adaptées à la réalité de 90% des projets. C'est ce que nous allons explorer dans la vidéo prochaine.